Bonjour et bienvenue au dernier épisode de la 6e saison d'Electron Libre, notre 72e épisode. Écoutez, on pensait qu'on allait être cancellé après le premier, tellement on fait n'importe quoi ici, mais on va continuer à le faire pour vous parce que ça a l'air que vous aimez ça un peu. Donc, cette semaine encore, des chroniques farfelues. On va avoir une entrevue avec un étudiant en travail social. On va parler des métiers étranges dont vous ignorez de l'existence. Et aussi, on aura une montée de lait sur les arts comme service essentiel. Oui. Et avant tout ça, on va décoller avec un coup de cœur, coup de masse. Et je vais commencer avec Francis, tiens. Ben oui, moi, c'est un coup de cœur cette semaine. C'était un coup de cœur à l'équipe nationale portugaise de rugby. Ouais. Ah, je comprends. Ouais. Tellement. Hein? Tellement. Moi, j'aimerais donner aussi un coup de masse. Un coup de masse au café Tim Hortons. Ah. Tim Hortons, c'est supposé être... Eux, ce qu'ils vendent, c'est du café. Pourquoi votre café, il n'est pas bon? En tout cas, je déteste votre café. Excusez-moi. Moi, je t'appuie. Je te donne un coup de cœur. Ah, merci. Vas-y, Mélanie. Un coup de masse, moi, qui est en lien avec ma chronique. Je vais donner un coup de masse parce que j'ai lu un article de journal que je n'ai plus, je ne sais plus c'est lequel, c'est bien correct de même, qui disait que le numéro 1 des services non essentiels, c'était l'art. Bon. Ben, je te donne mon coup de masse, toi, journal, que je donne. Vas-y, parce que tu veux nous faire une montée de l'air sur l'art comme service essentiel. Je me crains. Ben, écoute, comme une tondeuse. Oui, comme une vraie tondeuse. Non, je ne ferai pas une tondeuse. Bref, une montée de lait. Alors, je vais faire une montée dramatique, OK? Je vais commencer par vous expliquer un peu d'où ça part, tout ça. Il y a 9 catégories. Hein? Moi, je suis une artiste en partant. Bon, fait que ça m'interpelle, ce genre de sujet-là. Absolument. J'ai beaucoup d'artistes dans ma vie. Je consomme de l'art. Vous consommez de l'art aussi, les gars, je le sais, je m'en doute. Est-ce que vous êtes des personnes intelligentes? Ouais, moi, je consomme beaucoup de l'art salé. De l'art salé, oui, aussi. Donc, c'est la dernière révision, hein? C'est moi qui commence ça. OK. Il y a 9 catégories d'activités artistiques que je vais vous nommer, puis je vous le nomme, puis c'est important que je vous le nomme, qui démontrent la diversité et l'évolution des expressions artistiques reconnues aujourd'hui. L'architecture, la sculpture, la peinture, le dessin, la musique, la littérature et la poésie, auxquelles se sont ajoutés à ça au 20e siècle le cinéma, les arts médiatiques, les arts de la scène, ainsi que la bande dessinée. C'est beaucoup d'art, ça. Ouais. OK? Bon, beaucoup de catégories. Par le biais de cet exutoire-là, hein, qui est l'art et la créativité, les artistes proposent au public leur perception de la réalité. Il appartient à celui d'en saisir selon sa sensibilité, ses goûts. OK, le regardeur, tout ça va saisir ce qu'il a besoin de saisir par rapport à ça. Mais en plus, c'est quoi le rôle de l'art à proprement parler dans la société, selon vous? C'est un peu, hein? C'est difficile quand même de dire c'est quoi le... Parce que ça a été beaucoup le débat la dernière année. Bon, les gens, les artistes, avec la pandémie, ont été coupés beaucoup de leur travail. Les artistes en ont beaucoup souffert de ça. Et il y a eu beaucoup de... J'ai lu pour vrai un article qui disait que l'art était une ressource non essentielle, en fait. Moi, je trouve ça débile parce que je préfère vraiment une salle de spectacle à un gym ou un restaurant, là, un fast-food, peu importe, là, je sais pas. Là. Bien, je vais vous dire un peu, en fait, pour moi, c'est quoi le rôle de l'art dans la société. Je suis tombée sur cet article-là qui est super intéressant, puis j'ai rajouté un peu de notes à travers ça. Mais il y a peu de monde qui comprennent vraiment le rôle de l'art, puis c'est difficile à expliquer le rôle de l'art dans la société. Même pour plusieurs artistes, ça reste plutôt quand même vague. Pour la majorité des gens, l'utilité de l'art se limite au tourisme, à la décoration, au développement personnel, les loisirs, les divertissements. Pourtant, la véritable mission, c'est tout autre. Okay? L'art, c'est vraiment essentiel sur la santé d'une société, selon moi. Je suis hyper d'accord avec ce qui est écrit là. Puis, selon Jean-Paul Sartre, il disait « Son rôle est de proposer au spectateur un portrait de la société, de sa réalité, afin que celui-ci puisse développer une conscience de sa propre condition et des multiples réalités de son environnement. » Je trouve que là, on tient quelque chose quand même. Absolument. C'est absolument vrai, selon moi. Donc, l'artiste n'a pas à proposer de réponse, parce que là, ça deviendrait de la propagande. Par contre, l'artiste, son rôle, c'est plutôt de poser des questions au spectateur, de le faire lui-même, se faire poser des questions face à une œuvre d'art. Puis là, on parle encore de toutes les... selon ce que je vous ai nommé, selon le nombre de catégories au départ. L'art est subversif. Voyons. Je reprends ça. Subversif. Merci. L'art est subversif parce qu'il nous amène à remettre en question notre propre compréhension de la réalité.
L'art interroge le spectateur dans tous ses rapports dans l'univers. Il est amené à se remettre en question, à revoir ses pris pour acquis. Puis ça, c'est super important pour quelqu'un, pour les gens en général. Puis encore là, on se ramène à toutes les catégories. Ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être autant dans un musée que dans un show de musique, dans la musique que tu écoutes. C'est vraiment le reflet du contexte et de la société dans lequel on vit. Chaque artiste, c'est une éponge qui s'imbibe de son environnement. Et là, vous allez voir, il y a des œuvres qui vont sortir selon le contexte de la pandémie dans lequel on est, qui vont devenir, dans le temps, le reflet de tout ce qu'on a vécu là. C'est sûr. Absolument. Voilà. Mais d'ailleurs, on ne connaîtrait pas comment le fonctionnement de la société dans l'Antiquité si ce n'était pas des peintures où on est capable de regarder. Ben oui, non, c'est hyper important. Donc, il évolue au gré des expériences personnelles des artistes. Les artistes sont le reflet de cette société-là. Certes, oui, par sa pratique, l'artiste va transposer sa perception de l'univers, mais aussi sa proposition à lui, sa proposition de la société, en fait, à la société. Parfois, la proposition trouve de l'écho chez des citoyens, parfois non. Des fois, il y a des œuvres qui sont moins, qui sont plus pour l'élite, qu'on pourrait dire, qui sont plus, voyons, je cherche un mot. Fermé, là, tu sais. Voyons, en tout cas, exclusive. C'est plus pour l'élite, c'est plus. Voyons, Seigneur, je vais passer à d'autres choses parce que là, je cherche mon mot puis ça me choque. Mais bref, même si c'est plus compliqué de saisir ce que l'œuvre suggère, en fait, aux spectateurs, bien, il y a des gens qui vont prendre cette œuvre-là, qui vont le vulgariser puis qui vont servir de ça pour créer d'autres œuvres. Tout est inspirant, en fait, en soi. Finalement, l'individu dans la société vit le nez collé sur son quotidien. L'artiste, lui, va percevoir au-delà de ce quotidien-là. Et l'art va donc offrir à la société le recul nécessaire pour conforter ou corriger ses valeurs, ses choix ou ses actions. Fait que pour tous ceux qui disent que l'art sert à rien, que ça sert à rien, quand vous allez arriver chez vous le soir, parce que vous êtes Mon chum a déjà dit qu'il avait jasé avec un médecin qui avait dit qu'il était hyper impressionné par les artistes parce que lui, il n'avait pas ces capacités-là de créer des œuvres d'art ou de faire de la musique ou tout ça, puis qu'il avait besoin de ces artistes-là quand lui, il arrivait d'opérer à cœur ouvert chez lui, tu sais. Parce que pour lui, c'est un peu sa soupape. Fait que vous, quand vous allez arriver chez vous, dans votre salon, vous vous demanderez, genre, médecin ou mécanicien, ou peu importe, tous les services essentiels du monde qui sont importants. Quand vous allez écouter une série, quand vous allez lire un livre, quand vous allez écouter de la musique, quand vous allez aller voir du théâtre, contempler un tableau dans votre super beau salon fait dans votre maison par un architecte, quand vous allez tout consommer cet art-là essentiel à votre bonheur, bien, vous me direz après ça que les artistes ne sont pas essentiels. À votre Merci, Mélanie. C'est très beau. Quelle très beau inspiration. Quelle On voit que ça inspiration. venait. J'ai eu quasiment le goût de pleurer. Moi aussi. Bref. Moi, je vais vous parler. On sait qu'avec la pandémie, il y a des gens qui se sont mis en question, qui ont fait « Moi, je travaille dans la restauration, je suis un artiste, là, je n'ai plus de travail, qu'est-ce que je fais pour vivre? Je vais me réorienter. » Je vais vous parler de certains emplois qui existent et qui ont un peu l'air étranges. Vous pourriez devenir compositeur de musique pour la partie accrocheuse de la chanson. Il y a des gens qui composent de la musique, mais ils font juste, mettons, le refrain. C'est comme du marketing de musique? Exactement. Ah oui, non, mais tu sais, des fois, tu n'as pas le goût, tu as des couplets, tu Toi, tu veux être un big dans la vie. C'est ça. On a des bûcherons sous-marins. Non, mais quand on inonde des forêts ou des affaires ou qu'il y a des parties inondables, il y a des gens, il faut qu'ils coupent le bois en dessous de l'eau. Sérieux? Et sérieux, très sérieux. On a des témoins en experts culinaires. C'est des gens spécialisés en cuisine, mais qui sont appelés que dans les procès. T'as vu, je comprends pas. Moi non plus. OK. Mais non, mais c'est ça. Ils viennent parler. Tu sais, c'est des experts. Tu sais, quand on dit, il faut avoir un expert, des experts culinaires pour les cours. On a, On a des vigiles de métro. Les vigiles de métro. Donc, des gens qui se promènent dans le métro puis qui surveillent. Des vigiles de métro? Des vigiles de métro. Ils surveillent les métros. Ben, c'est quand même rassurant. Ben, c'est quand même rassurant. C'est pas des agents de sécurité? Non, ils appellent ça des vigiles de métro, eux autres. Okay. Ou c'est peut-être l'épicerie métro. Ah, peut-être. Faudrait te parler à Danny Bouton. Voilà. On a des testeurs de parachute. Ben non, mais il y a quand même quelqu'un qu'il faut qu'ils essayent, hein? Mais non! Ben oui, non, mais c'est ça, il faut les tester. Quelque part. Toi, tu veux faire du parachute, voudrais-tu qu'on te dise on n'a jamais testé ton parachute? Ben non, tu voudrais que quelqu'un l'ait testé. C'est très bien. Ben oui. On a des contrôleurs d'essence. Eux s'assurent, ils font le tour des stations-service et ils s'assurent qu'on pompe réellement le litre d'essence
comme il est déclaré. Oui, ça, je savais que c'est Ça, c'est le fun. Ouais. On a des producteurs de musique pour les machines à sous. Parce que ceux qui vont dans les casinos, je suis jamais mis les pieds dans un casino, je le sais pas. Là. Mais toi, tu es allé souvent dans un casino, puis il y a de la musique quand tu joues aux machines à sous, il y a des gens qui composent cette musique-là. Bien, j'avoue, ça peut pas être aléatoire. Absolument. Ça serait juste désagréable. Ouais. On a des porteurs de bijoux professionnels. Porteur de bijoux, mettons que tu es super riche, puis tu veux envoyer tes bijoux ailleurs, à la place d'en mettre dans des boîtes ou des affaires puis les envoyer par la poste, c'est des gens qui vont porter tes bijoux, puis ils vont se déplacer avec tes bijoux. Parce que ça a l'air que c'est la manière la plus sécuritaire de garder les bijoux, c'est de les avoir sur soi. Il y a un marché. On a des acheteurs d'accessoires, ça tu dois connaître ça en cinéma. Acheteurs d'accessoires, c'est des gens qui font toutes les commissions de dernière minute, ils manquent de quoi, ils sont prêts, écoute, eux autres sont prêts. C'est des machines, ces gens-là. Là. Ben oui. On a les contrôleurs de blattes. Tu sais, dans les sous-vêtements. Hein? Oui, c'est un métier. Donc, c'est des gens qui, avant qu'on prenne les vêtements qui sont dans les entrepôts, vont ouvrir, ils vont checker s'il n'y a pas des bébites. Ils sont assez fins. Ils sont fins. On a des détacheurs d'agrafes. Une job que j'aurais vraiment aimé faire, t'enlever les agrafes. Imagine, tu fais ça une journée, t'arrêtes de les... Il doit y en avoir de moins en moins, ça. C'est un métier qui est en train de disparaître, par exemple. Oui, mais quand même. On a des raseurs d'alpaga. Non, mais c'est à la mode, les alpagas. L'alpaga, les mais bas, faut bien que quelqu'un le rase, hein. C'est ça. Non, mais moi, je me ferais un salon de coiffure d'alpaga tant qu'à faire. Il y en a des alpagas ici. Ouais. On a des conducteurs de pont. Il y a un monsieur qui a ça. On t'écoute plus, excuse. Oui, des conducteurs de pont. Oui, c'est pour les gens qui ont peur de traverser les ponts. Fait que là, tu les appelles et eux vont traverser te faire traverser le pont, soit dans ton auto, ils vont conduire l'auto, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de faire ça. L'expression, on traversera le pont quand on sera rendu. On a être un domestique de domestique. Parce que les gens très riches ont des domestiques. Mais ces domestiques-là sont très riches aussi. Fait qu'ils ont besoin aussi de quelqu'un pour faire leur passage. Quand même. La belle hiérarchie. Un changeur d'ampoule, bon, ben ça. Ça n'existe plus, ça. Écoute, ça a l'air que, par exemple, quand tu as des complexes, mettons, l'Université Laval. Ah, j'avoue, mais oui, on oublie des fois que le gars, il commence. 500 ampoules. Tant qu'il a fini, là, il faut qu'il recommence. Ben oui. Des récupérateurs de camions remorques. Oui, c'est ça. C'est que. Oui. Sans mots, hein? Hein? Les récupérateurs, vas-y. Oui, il récupère les camions remorques. Mettons, toi, tu loues un camion remorque, tu en as besoin, tu le laisses quelque part, lui, il va le chercher. Il fait tourner, oui, là, je comprends mieux. Des Shabesgoy. Aucune idée c'est quoi. Ce nom réfère à une personne non juive qui aide une personne juive à effectuer des tâches qui lui sont interdites durant le jour du sabbat, comme appuyer sur les boutons d'ascenseur. Quand même très cool. Ben oui, ça veut dire qu'en fait, c'est pas tant interdit que ça. Tu peux juste louer une personne qui le fait pour toi. louer quelqu'un. Ouais. Bon, des acheteurs professionnels, on sait, on peut dire, moi, je veux décorer chez nous, tiens, tu te donnes de l'argent, décore, va acheter des affaires. Je me demande si c'est sans coupable quand Claude qui a paye sur le piton. Je sais pas s'il y a un petit... Je sais pas. OK. Ceux qui font la télétranscription d'appels. Ben oui, là, t'appelles, puis toi, t'es sourd. Fait que toi, t'es un télétranscripteur, mais il y a quelqu'un qui t'écoute, puis qui fait « Allô? Ça va? Qu'est-ce que t'as fait hier? » Bon, c'est ça. C'est tellement long. Ben oui. Je veux faire ce job-là. On a les joueurs de musique dans les stations de radio. Eux, en fait, ceux qui programment la musique, il faut qu'ils décident. Non, mais ils font des playlists, là. Bon, cette toune-là, elle a passé à telle heure, elle n'a pas le droit de repasser avant telle heure parce qu'il y a des règles du CRTC, quand même. Ah oui. On a les gens qui sont chargés des lignes droites. Oui. Non, mais à l'époque, les architectes étaient obligés d'avoir quelqu'un qui se chargeait des lignes droites. Donc, s'assurer que tout ce qu'on faisait était à l'équerre, était droit. À cette heure, avec la technologie, ça va mieux. On a des trucs infrarouges. Non, quand même. Et on a aussi des spécialistes en prévention des bovins. Oui, c'est ça. En fait, c'est le gars qui va chez les vaches dans le champ. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est un beau nom quand même. C'est le gars qui s'est donné un titre, spécialiste en prévention des bovins. Ça, allez chercher le gars. Non, tu dis plus ça de même. On va chercher un spécialiste. Oui, un spécialiste. Et voilà. Bon, maintenant, Francis, je te laisse la parole parce que tu as une entrevue en direct avec un étudiant en travail social. Je fais une parenthèse. Avant, ça serait quoi votre autre métier?
Moi, je vous le dis, dans la liste que tu avais, là, si je suis plus directeur d'école, j'aimerais être le conducteur, d'aller chercher la voiture louée. Moi, j'adore conduire, j'adore faire de la route, mais je ne voudrais pas conduire un fardier avec une charge avant. Même d'aller chercher un véhicule à Montréal, à Québec, va aux États-Unis chercher quelque chose, me Moi, promener. j'ai déjà fait ça comme ça. J'aimerais ça. Moi, ça, j'haïrais ça. Ça serait quoi votre autre métier? Dans sa liste? Ouais. Ben non, overall. Un autre métier que tu aurais pu faire? Moi, j'ai toujours voulu être designer de mode, là, mais confectionner des vêtements, mais genre, moi, je serais du genre à faire des trucs pas prêts à porter, mais avec des vêtements recyclés. Genre, c'est bien à la mode le fast fashion ou le low fashion là, de ce temps-ci, là, de recycler des vêtements. J'aimerais ça faire ça. Moi, mon grand rêve, ça aurait été d'être une vedette de groupe rock. Mais j'ai aucun talent, ni en chanson, ni en musique, donc il faut oublier ça. Mais j'aimerais ça, moi, par exemple, mon métier idéal, à une autre époque, ça aurait été d'écrire des livres de voyage. Donc, de voyager dans des endroits puis de dire aux gens, « Hey, va là, va là, T'aurais-tu fait va la là. photographie avec? Ouais, j'aurais pu. Je faisais de la photographie, mais jamais professionnellement. Là. J'ai vraiment pas l'œil comme des amis photographes que j'ai, mais j'aime bien faire la photo. Mais moi, je cherche pas la photo parfaite, j'aime le moment. Oui, le moment. C'est ça. Ouais. Parlant de métiers fantastiques, j'ai déniché, peut-être, si vous voulez vous avancer, je m'étais beaucoup intéressé avec la sortie de la pandémie, etc. Vous pouvez enlever votre masque, là, on est tout proche maintenant. Donc, avec l'arrivée de la pandémie, etc., différents métiers et surtout comment les gens doivent s'impliquer dans un métier au niveau des études. Donc, je me suis intéressé Cégep de Jonquière. Pierre, tu es enseignant là. J'ai fait appel au Cégep. Dans la liste des cégeps cette année, il a sorti premier Cégep de Jonquière. Ouais. Ah, La liste québécoise des cégeps. on aime le Cégep de Jonquière, sûrement vous. Je l'adore. Donc, M. Côté est étudiant au Cégep de Jonquière en travail social. Donc, bienvenue. Je voulais avoir quelques informations concernant tous les dessous, les pourquoi de la chose. En partant, j'imagine que dans votre parcours, au niveau familial, dans vos valeurs, quand est arrivé le choix de se questionner sur qu'est-ce qu'on peut apporter à la société, parce que c'est quand même un choix important au moment où vous vous dites, bon, je veux être étudiant et contribuer à la société par un rôle précis, que vous devez avoir un regard large sur l'ensemble de la société, mais ça part de votre cellule familiale, ça part de l'éducation que vous avez reçue. Et, parenthèse, si jamais quelqu'un dans votre vie avait un rôle important, que ce soit un père, une mère ou un oncle ou une tante, ou peut-être même des gens plus éloignés, un cousin ou une cousine, ces personnes-là ont à chacun amené un ingrédient qui a sûrement allumé un petit quelque chose à l'intérieur de vous comme étudiant qui voulait contribuer à l'ensemble de la société. Parce que, je prends un exemple. Par exemple, vous me disiez en pré-entrevue que lors de votre stage présentement, vous entretenez des relations téléphoniques avec des personnes à distance. J'imagine que ces personnes-là qui arrivent à un moment donné précis de leur vie et reçoivent de votre part un service, reçoivent une contribution, reçoivent des mots, vont ouvrir une porte. Parce que vous êtes, à quelque part, comme étudiant, comme travailleur social, quelqu'un qui ouvre des portes sur des émotions, sur des réalités. Et c'est pas simple, parce que, bon, on s'entend que vous auriez pu choisir du côté des sciences naturelles, quelque chose comme la chimie, la physique, quelque chose de cartésien, mais j'imagine que vous avez choisi d'avoir quelque chose qui ouvrait une porte sur des émotions, sur une réflexion. Puis, il y avait mon mentor, qui est notre directeur général à la commission scolaire, disait toujours un exemple très simple, en fait, qui n'est pas simple, mais qui est représentatif. Il y a 3 catégories. Il y a le simple, le compliqué et le complexe. Le simple, c'est fabriquer un gâteau, faire un gâteau. Le compliqué, c'est fabriquer un iPad ou un téléphone cellulaire. Et le complexe, c'est tout ce qui est humain. Parce que tu ne connais pas le résultat final. Tu vas amener une contribution, tu vas bâtir quelque chose, puis au final, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Puis j'imagine que dans votre choix de carrière, quand vous avez ces entretiens-là avec des personnes qui vous confient des émotions, leur vie, et que vous ouvrez une porte sur leur réalité, c'est extrêmement complexe de faire son parcours, son cursus scolaire, et que ça va vous amener en travail social comme personne qui va être un contributeur important de la société, un levier important au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau du travail social dans la rue. Bien, vous allez être une personne qui contribue et vous ne pouvez pas exclure l'ensemble des personnes qui ont contribué à votre propre parcours. J'amène, mettons,
petite parenthèse comme ça. Par exemple, si à l'intérieur de votre parcours familial présent, vous avez eu des expériences, c'est une autre chose qu'au niveau de l'étude, quand vous ouvrez vers une difficulté, quand quelqu'un va vous confier une douleur, quand quelqu'un va vous confier avoir vécu quelque chose, vous ouvrez la porte vers un souvenir qui peut être douloureux. Parce que oui, bon, je sais, j'imagine, vous m'avez dit en entrevue, en pré-entrevue, vous êtes une personne ultra sympathique, joyeuse, mais vous devez avoir des émotions et être capable d'ouvrir vers les émotions de la personne. Quand vous vous retrouvez devant quelque chose de douloureux, quand vous ouvrez une plaie, quand vous ouvrez quelque chose, un souvenir qui peut aller à l'intérieur de la personne, susciter des émotions négatives, j'imagine que vous apprenez à laisser cette plaie ouverte-là. Bien, c'est une question de ne pas laisser la personne refermer ça dans une coquille. Et vous, votre job, c'est d'ouvrir ces coquilles-là. Nécessairement, je veux dire, excusez, je fais une dernière parenthèse. Si jamais, une fois que vous vous retrouvez devant cette situation-là et que vous êtes démuni, j'imagine que vous pouvez vous référer à des ouvrages, à des écritures, à des textes pour vous aider, j'imagine. Vous avez des gens qui peuvent vous supporter. Bien, c'est d'ailleurs Smithson qui disait en 1974, dans une étude de l'Université de l'Alberta, où il mentionnait l'importance de votre travail et toute la charge cognitive que vous aviez à supporter à ce moment-là. Smithson détaillait très clairement dans ses études auprès de 1000 répondants qui ont subi des sévices et qui ont eu les services de quelqu'un comme vous en travail social, et que ça a été tellement important et l'impact significatif que ça a eu sur leur vie, j'ose imaginer que vous, en lisant une étude comme Smithson a faite en 1974, ou l'ensemble des études aujourd'hui, qu'on juxtapose à l'ensemble du médiatique, du technologique, c'est un incroyable défi, là. Bien, d'ailleurs, dernière chose, je lisais sur votre statut Facebook, il y a 2 ans, vous avez posté une photo où vous étiez finissant, je crois que c'est polyvalente Jean Dolbeau, vous vous appelez, je pense? Oui. Et vous étiez, bon, je pense que vous m'avez dit en pré-entrevue que vous aviez fait le cégep de Saint-Félicien auparavant. On en apprend énormément. Et les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est un miroir sur ce que ça peut être par rapport à nous et par rapport aux autres. Mais quand les autres interprètent l'information que vous avez, comme étudiant en travail social, vous devez être conscient de cette porte-là. Parce que les gens pensent que vous êtes peut-être quelqu'un qui ne se soucie pas de ce qui va être. Mais à quelque part, votre rôle, c'est de vous intéresser à ces personnes-là. Et j'oserais dire que quelqu'un qui ose croire qu'un étudiant en travail social n'est pas un levier significatif et humain dans la vie des gens autour de lui, dans un contexte où en 2021, on pense avoir la parole facile, le droit de parole à tous, et qu'on peut facilement s'ingérer et penser qu'on n'a pas d'impact sur les émotions de l'autre personne. Ah non, écoute, vous devez être complètement outré de lire des choses comme ça. Dernière chose, hein, je viens amener une dernière petite chose. Bref, votre rôle comme futur travailleur social, vous êtes convaincu que vous allez être un apport important pour la société? Oui. Merci. Merci, Francis. C'était vraiment intéressant, cette entrevue-là. Hein? Une bonne entrevue, une des rares bonnes entrevues qu'on a eues ici. Oui. Moi, ça m'a vraiment touché. Bravo, bravo. C'était vraiment une super entrevue. Merci. Oui, c'est pertinent. C'est vraiment pertinent. Hein? J'en aurais pris encore 10 minutes. C'est un jeune allumé, hein? Beaucoup qui il parle bien. Oui, il s'exprime bien. Non, mais c'est ça. C'est fantastique. Hey! Je sais qu'ici, Mélanie, tu nous as souvent amené sur la voie du féminisme, donc d'égalité homme-femme à travers plein de chroniques. Non, mais c'est correct, il faut absolument en parler. Mais ça m'a allumé sur quelque chose. Moi, je suis très féministe, je suis pour l'égalité homme-femme, puis à tous les niveaux. Mais il y a des niveaux où c'est juste impossible, parce que la science a démontré qu'il y a quand même des différences entre les hommes et les femmes, et je veux vous parler des différences scientifiquement démontrées entre les hommes et les femmes. Entre autres, les femmes ont les extrémités, les doigts, les pieds plus froides que les hommes. Les femmes ont un centre de gravité plus bas que les hommes, donc un meilleur équilibre. Moi, j'ai un diagnostic, je n'ai aucun centre de gravité. Ah oui? Donc, oui, mais tout est bizarre. Oui, je sais. Non, c'est ça. Donc, ça va que la physionomie, en fait, là, c'est ça. Les femmes ont un centre de gravité plus bas.
Les hommes, ça m'a fait Mais rire, là, hein? je peux te faire une petite nuance? Est-ce que ça veut dire que toutes les femmes, c'est ça, ou il y a des femmes qui... Non, c'est des études scientifiques. Ouais, c'est qu'on ça. dégage des tendances. Faut pas tu sais. généraliser. Mais non, faut pas généraliser. On s'amuse. Les hommes pètent plus que les femmes lorsqu'ils ont la grippe. On est juste plus Cette étude-là me fascine. Mais c'est quand même une étude qu'on a montrée. Quand les hommes ont la grippe, on pète plus que les femmes qui ont la grippe. Non, c'est ça. Les hommes pètent plus tout Ouais. parce qu'ils ont moins de classe que les femmes. C'est ça. Les hommes tiennent mieux l'alcool que les femmes parce que leur tissu adipeux est différent. Ils ont plus parce que l'alcool se dissout dans l'eau et la graisse, puis ils ont une forme du corps Plus de différente. graisse. Ouais. L'alcool, cependant, baisse la libido chez l'homme, mais l'augmente chez la femme. Ça, j'y crois aussi. Ouais, j'y Ouais. crois. J'y crois, Ouais, ça, moi. c'est ça. Donc, c'est quand même, c'est quand même drôle. Tu sais. Ouais. Les tueurs en série, hommes et femmes, ont des mobiles et des modes opératoires totalement différents. C'est sûr Ça, c'est que oui, intéressant. ça. Les femmes tueuses en série, ils tuent plus souvent des gens qu'elles connaissent à l'aide de poisons pour des mobiles liés à l'argent, tandis que les hommes, eux, tuent plus souvent des gens qu'ils ne connaissent pas pour des mobiles liés au sexe. Tu me dois encore 100$. Hein? Oui. Ça de même. Oui, c'est correct. Les femmes dorment plus que les hommes. Les femmes dorment plus que les hommes? Ben oui. Les femmes dorment en moyenne 19 minutes de plus que les hommes par nuit. À 19 minutes. Qu'elles soient encore des l'âge ou le proches. pays. Encore mais des quand même. proches, tout le temps des Mais non, proches. c'est correct, charge mentale. Les femmes font plus de cauchemars que les hommes. C'est normal, ils dorment plus longtemps. Ben oui. Non, c'était démontré par l'American Journal of Psychology qu'elles font plus de cauchemars que les hommes, probablement à cause d'une différence physiologique du cerveau qui les rend plus inquiètes et anxieuses que les hommes. Ça, j'y crois. Oui. Et les hommes deviennent plus souvent sourds que les femmes. Masturbation, ça, qu'ils disent. Hein? Ils disent... Ah. C'est pas vrai, ça. Ils disent pas vrai, ça. Non, et c'est Hey, ça. non, c'est un vieux mythe pour que tu le fasses. Ben oui. L'explication est assez simple. Les hommes ont plus tendance à faire des emplois où le niveau sonore est plus Ben oui, élevé. C'est oui. vraiment ça. En fait, c'est une affaire sexiste encore. Si Bolac. Hey! Merci, Mélanie. Merci, Francis. C'est tellement le fun de faire ça. Toujours agréable. Merci à vous d'être là. Et puis, on va continuer. Je suis content que vous soyez tannés. Donc, on se retrouve possiblement l'an prochain pour une 7e saison. Mais en ce moment, on termine la saison 6. Merci et à la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, écoutez d'autres choses.